Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur My Media Prime Télévision. Parlons d'un fait de société stupeur et effroi à Kribi, dans la région du sud du pays. Le corps sans vie d'un homme âgé de 42 ans a été découvert près du collège Pierre-Monti. Si les premières rumeurs évoquaient un accident de la circulation, les constatations faites sur la dépouille révèlent des mutilations atroces et inexpliquées. Une enquête a été immédiatement ouverte pour faire la lumière sur ce qui s'apparente à un crime particulièrement violent. Le point sur cette affaire qui secoue la cité balnéaire avec Joseph Betioto. Il était environ 5 heures du matin lorsque le corps sans vie d'un jeune homme a été découvert entre le collège Pierre-Monti et le cimetière de Kribi. Selon les premiers témoignages, un camion d'Isacam aurait percuté la victime, mais très vite, des zones d'ombre apparaissent. Approchée par l'équipe des confrères, l'entreprise n'a pas souhaité réagir. Sur place, forces de l'ordre et personnel de santé effectuent les constats. À 5 heures du matin, quand je viens, je trouve le corps couché avec l'ambulance là en route. C'est là que la police est venue. Ils ont appelé le constatateur avec l'ambiance ensemble. Oui, c'est là que le constatateur est venu. Quand on renverse le corps, parce qu'on a mis en position secours, quand on renverse le corps avec une grave blessure, en fait, il était bien fiché sur la côte. Déjà que on ne pouvait pas savoir si c'est vraiment une agression ou un accident de circulation. Selon les premières observations médicales, le corps présentait une absence d'organes, notamment le cœur et les poumons. Une situation qui alimente la peur au sein des populations. Je veux commenter qu'il y a un camion des ACAM qui a tué un ouvrier de la société. Bon, moi, dans ma tête, je n'avais pas l'idée que ça pouvait être mon frère, mon ami. Mais maintenant, donc, c'est quand j'arrive à la société que je demande à mes collègues me disaient que mais toi tu es là, tu portes le ciment ici là pour aller au travail, tu sais pas que ton frère est mort. Je demande que mais mon frère est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais donc dans son service, parce qu'il était dans un autre service que moi. Quand je vais, je ne le trouve pas. C'est son frère qui me dit que mais je te dis que moi j'ai vu son corps à Monti là-bas. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? On me dit que c'est le camion d'Isacam qui l'a cogné. Et les collègues disaient même que le même camion des ACAM les a ratés aussi en route parce que paraît-il que la ridelle était ouverte. Donc c'est un peu ce que j'ai appris. Le corps a été conduit à la morgue de l'hôpital régional annexe de Kribi. Une enquête, quant à elle, a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le premier arrondissement de la ville de Yaoundé a lancé le 7 avril dernier une vaste opération d'assainissement dans plusieurs quartiers de son territoire sous l'impulsion de l'édile Jean-Marie Abouna. Cette action entre en droite ligne dans la campagne de lutte contre l'insalubrité au sein de la commune. Jean-Paul Kéban, Serge Béouélé pour les détails. C'est une véritable opération coup de poing dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé. Dans une collaboration et synergie absolue, les équipes du service d'assainissement, de la protection de l'environnement et les services techniques ont entamé la première étape d'une vaste opération qui vise à éliminer les dépotoirs sauvages, curer le lit de la rivière Tongolo ainsi que la prévention des inondations et des maladies liées à l'insalubrité, entre autres. C'est ainsi que nous accompagnons la mairie de Yaoundé premier aujourd'hui pour lutter contre les tas sauvages et ainsi que les risques d'inondation. Donc nous apportons notre soutien et une fois que ces dépotoirs seront éradiqués, nous allons poursuivre avec une opération de collecte porte à porte de proximité pour que les populations se sentent encore plus proches. Vraiment tout le monde est mobilisé pour que, main dans la main, nous fassions de notre commune un endroit propre en ne laissant de côté aucune communauté, en ne laissant de côté aucun coin de la commune. Donc nous sommes résolument engagés à faire de cette commune un endroit propre. Une action qui est chaleureusement accueillie par les autochtones qui ont apporté leur appui aux côtés de la structure d'hygiène et salubrité, qui ont entrepris un nettoyage en profondeur de la zone. Une satisfaction pour l'autorité traditionnelle. On dit souvent, là où la route
passe, le développement suit. Tout ce qu'il a fait, c'est bien pour ma population. Ah ouais. Vous avez vu. C'est bien pour la population. Parce que quand il y a la saleté, il y a des maladies. Il y a des maladies. Nous sommes malades, nous tous. Bon, il faut bénir vraiment le maire de cet arrondissement qui fait du bien pour nous. Voilà, cette route. Pour quitter Mbaladeu, aller à Mangué, oh, c'était pénible. La route a été créée. Merci déjà pour cet investissement. L'autorité municipale, dans ses missions régaliennes, la dynamique globale de salubrité et interpelle la responsabilité citoyenne de tous et de chacun d'eux. Une mobilisation accrue pour restaurer un cadre de vie sain dans l'arrondissement. La mairie de Yaoundé Premier œuvre depuis pour combattre l'insalubrité. Et l'arrivée des engins qui travaillent là nous a permis de pousser loin notre activité parce qu'il nous fallait effectivement aller jusque dans les bas-fonds et sans matériel adapté, on ne pouvait pas. Bon, depuis que nous avons ce matériel, vous voyez, Yaoundé Premier est en train de changer véritablement de physionomie et nous dégageons, nous avons décidé d'organiser une opération coup de poing pour la lutte contre l'insalubrité. Et nous savons que les populations vont adhérer, elles ont intérêt à adhérer parce que avec l'insalubrité, nous sommes exposés aux maladies et autres dérives. Donc la commune d'arrondissement de Yaoundé Premier ne peut pas laisser les populations souffrir. Yaoundé Premier réaffirme son engagement en faveur du bien-être des populations pour une synergie d'action afin de préserver durablement la propriété urbaine. Et vous l'avez compris, c'est une mobilisation tout azimut sur l'étendue du territoire camerounais. À quelques jours de l'arrivée du souverain pontife au Cameroun, le 7e arrondissement de Yaoundé, qui accueillera le pape Léon XIV, se prépare sereinement. À l'Université catholique d'Afrique centrale, l'abbé professeur Thomas Bienvenu Tchungi, recteur, affirme que tout est quasiment prêt pour un accueil mémorable du Saint-Père. Jean-Paul Kébin et Serge Béwélé pour les détails. Quelques jours et le souverain pontife foulera le sol du Cameroun. À Yaoundé, durant son périple, il se rendra dans le 7e arrondissement de la cité capitale, précisément à l'Université catholique d'Afrique centrale, au quartier Colbisson. Ici, les travaux avancent, se précisent et s'accélèrent. L'effervescence est visible. Les préparatifs vont bon train. Et tout le monde est tourné vers le jour J. On voit bien que l'attente se fait imminente et l'on commence effectivement à avoir l'adrénaline à son comble, comme vous dites bien. Mais n'empêche qu'on continue à vaquer à ses occupations avec ce qui nous caractérise. Tout passe au peigne fin. L'exécutif municipal de Yaoundé 7, avec à sa tête l'édile Augustin Tamba, aux côtés de l'abbé professeur Thomas Bienvenu Tchungi, recteur de l'université, se rassure de l'effectivité dans tous les secteurs. L'assurance est faite. Les préparatifs se font toujours progressivement, mais nous pensons que les grands axes sont presque à 90% ou à un peu plus même déjà aussi réalisé. Le quartier est désenclavé, la route est bitumée, l'UCAC se rafraîchit, sa fraîcheur devient de plus en plus encore éclatante. Mais il y a quand même des points qui restent encore à parachever. Donc, mais les commissions font leur travail. La collaboration avec
la haute administration et même aussi la commune va bon train. Nous sommes régulièrement visités par M. le maire de Yaoundé 7. Une visite attendue ici avec beaucoup d'émotion et d'espoir. Nous avons accueilli la nouvelle avec beaucoup de foi, avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude au Seigneur. Là, nous sommes tendus vraiment vers ce Saint-Père qui arrive. Et nous pensons que il a quelque chose d'important qui va délivrer à l'adresse, n'est-ce pas, de notre jeunesse. À l'entrée de l'université, vous avez vu effectivement qu'il y a des grands travaux. Nous voulons créer une place mémorable et en souvenir du passage du pape Léon XIV, qui est un augustinien. Du 15 au 18 avril prochain, le Cameroun vibrera au cœur apostolique de la sainteté, le pape Léon XIV. Le 7e arrondissement de Yaoundé ne sera pas en reste, un moment tant attendu. À la suite de ce reportage, mesdames, messieurs, parlons de toute autre chose à présent. Hommage du deuxième forum urbain africain qui se tient au Kenya. Célestine Ketia Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a consolidé la coopération entre le Cameroun et l'ONU Habitat. Au cœur des échanges avec la directrice exécutive de l'institution, le déploiement de l'agenda urbain national et la préparation de la Journée mondiale de l'habitat 2026 à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest du pays. Regardez. Le Cameroun confirme son leadership sur les questions de développement urbain durable. Dans le cadre du deuxième forum urbain africain, la chef de la délégation camerounaise Célestine Ketia Cortez a multiplié les rencontres de haut niveau à Nairobi. L'entrevue stratégique du 7 avril dernier avec la directrice exécutive de l'ONU Habitat marque une étape décisive dans le partenariat entre Yaoundé et l'agence onusienne. Cette rencontre a permis de dresser un bilan d'étape sur les engagements conjoints. Plusieurs dossiers prioritaires ont été passés au peigne fin. La finalisation de l'accord de siège d'ONU Habitat, le déploiement de la politique nationale urbaine, ainsi que l'implémentation des projets de villes intelligentes. Pour la ministre de l'Habitat, cette dynamique s'inscrit dans une vision claire, poursuivre et accélérer ces actions, gage d'une redynamisation de coopération au cœur de l'évaluation du nouvel agenda urbain endossé par le Cameroun. Le deuxième forum urbain africain, placé sous le thème « Un logement adéquat pour tous », ambitionne de structurer une position commune du continent en amont du forum urbain mondial. Face à une urbanisation galopante, le forum encourage les décideurs politiques à explorer des financements innovants et à localiser des objectifs de développement durable. Pour le Cameroun, cette participation active à Nairobi confirme son rôle d'acteur clé sur l'échiquier africain. Le pays ne se contente plus de suivre les agendas internationaux, il les adapte à ses réalités nationales, transformant les défis urbains en véritables opportunités de productivité et de prospérité inclusive. À présent, parlons éducation. La reprise des cours du troisième trimestre dans les établissements secondaires du Cameroun ne se fera plus à la date initialement prévue le 20 avril. Dans un communiqué rendu public ce jeudi après-midi, le ministère des Enseignements secondaires annonce un report de la rentrée au 27 avril prochain. Une décision qui intervient dans un contexte marqué par la visite du souverain pontife ayant entraîné le décalage des Jeux FENASCO Ligue A au Cameroun, un événement majeur du calendrier scolaire et sportif national. Face à cette réorganisation, le ministre des Enseignements secondaires instruit les délégués régionaux de prendre des dispositions appropriées afin d'ajuster la continuité des apprentissages. Des cours de rattrapage devront ainsi être programmés pour compenser le temps perdu et garantir le respect des programmes académiques. Ce réajustement du calendrier appelle donc à une mobilisation accrue des équipes pédagogiques afin de maintenir le cap vers une fin d'année scolaire maîtrisée.
Le Cameroun ne prendra part à la toute première édition du Tour cycliste international féminin Yenenga au Burkina Faso qui se tiendra du 13 au 19 avril 2026. Hier 9 avril, au nom du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le président honoré aussi de la Fédération camerounaise de cyclisme a remis le drapeau national et a exhorté les coureurs et les encadreurs à aller plus loin et plus haut dans la compétition et honorer le Cameroun. Jean-Paul Kima et CGB pour les détails. Première qui s'annonce meilleure. Le Tour cycliste international féminin Yenenga au Burkina Faso se tiendra du 13 au 19 avril prochain. Face à la presse, Colette Ouedraogo donne des précisions. Cette première édition du Tour féminin Yenenga se tiendra du 13 au 19 avril 2026 sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative majeure consacre l'engagement des autorités en faveur de la promotion du sport féminin dans notre pays. Elle vise à faire du cyclisme un levier de cohésion sociale, de résilience et de développement. Cette initiative poursuit plusieurs objectifs essentiels. Il s'agit de promouvoir la pratique du cyclisme féminin, offrir un cadre d'expression et de performance aux athlètes, renforcer la visibilité du Burkina Faso sur la scène sportive africaine et internationale, stimuler les activités socio-éducatives et économiques dans les zones traversées. Plusieurs pays étrangers seront présents à cette édition, y compris le Cameroun. Des indications et orientations sont données. Le lancement officiel des activités interviendra le lundi 13 avril 2026 à Ouagadougou. Il sera marqué par l'enregistrement des équipes participantes, suivi de la cérémonie officielle de leur participation. La compétition se déroulera en 5 étapes et un grand prix selon le programme suivant. Le mardi 14 avril, c'est la première étape, Ouagadougou-Kombisri, 52 km 94. Mercredi 15 avril, la deuxième étape, Guiba-Manga, 66 87. Le jeudi 16 avril, troisième étape, Tenkodogo-Zorgo, 70 87. Vendredi 17 avril, quatrième étape, Kokologo-Koudou, 65,82 km. Et le samedi 18 avril 2026, la cinquième étape, Bobo-Tioulasso en circuit fermé, sur 5 km 990 à couvrir 10 fois, soit 55,90 km. Et le dimanche 19 avril 2026, sera organisé le Grand Prix Yenenga à Ouagadougou sur un circuit fermé de 5 km 100, 12 fois, soit 61,200 km. Au total, la course couvre une distance de 373,600 km pour un parcours global de 874,800 km, incluant les transferts. Le Cameroun, à travers la Fédération camerounaise de cyclisme, disposition prise pour participation honorable. Le président honoré aussi, remettant symboliquement le drapeau tricolore à la forte délégation au nom du ministre des Sports et de l'Éducation physique, souhaitant ainsi bon vent. À titre de rappel, la délégation camerounaise est composée de 4 coureuses et 3 encadreurs. Et nous restons en sport à quelques mois de la Coupe du Monde de Maracana prévue au Cameroun en 2026. La ville de Ngaoundéré intensifie ses efforts pour s'approprier ces disciplines dérivées du football et révéler de nouveaux talents dans la région de la Damawa. Dans cette dynamique, les membres de la Fédération camerounaise de Maracana et disciplines associées ont organisé une rencontre afin d'imprégner les pratiquants de la région de la Damawa et surtout ses environs aux règles, aux valeurs et aux exigences de ces disciplines sportives. Belmonzewa. Dans le chef-lieu de la région de la Damawa, une nouvelle discipline sportive fait vibrer les jeunes passionnés de ballon rond, le Maracana. Sur l'aire de jeu du lycée classique et moderne,
Transformé pour l'occasion en terrain de démonstration, joueurs, encadrants et curieux découvrent un sport encore méconnu mais en pleine expansion. Né en Côte d'Ivoire, le Maracana est un dérivé du football qui séduit par sa technicité, sa convivialité et son esprit de fair play. Aujourd'hui, il s'implante progressivement au Cameroun. Le Maracana, c'est un sport né en Côte d'Ivoire. C'est un sport dérivé du football. Et le Cameroun a eu la demande d'avoir la Fédération camerounaise du Maracana et discipline associée. Et je suis dans la région de la Damawa pour la vulgarisation de ce sport. Nous avons déjà 7 régions où nous avons couvert. Aujourd'hui, nous sommes à la Damawa, donc c'est la 8e région. Sur un terrain de handball, 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent sans gardien de but. Objectif, marqué dans la zone de 6 mètres. Le jeu se dispute en 3 périodes de 10 minutes avec un chronomètre arrêté à chaque interruption. Le Maracana joue sans gardien de but, avec 6 joueurs de chaque côté. Et 2 arbitres dans 14 joueurs de jeu. Pour mettre en pratique ces règles, un match d'exhibition a opposé un gars de Maracana à Honoré Maracana de Ngaoundéré, une rencontre intense, révélatrice du potentiel local. C'est une discipline relax, assez relax, technique. C'est un peu quand même difficile. Il y a trop de règles et il faut aussi beaucoup de technique. Au-delà du spectacle, l'enjeu est aussi structurant. La région de la Damawa se dote désormais d'une organisation pour encadrer la pratique. Nous pensons qu'avec le matériel que la fédération nous fait dans ce jour, nous allons pouvoir continuer le travail après le passage des responsables. Avec en ligne de mire un événement majeur, la Coupe du monde de Maracana prévue au Cameroun en septembre 2026, une opportunité pour les talents locaux de se faire remarquer et pourquoi pas intégrer l'équipe nationale. Le Maracana ne fait que commencer son histoire en Ngaoundéré, mais déjà sur ce terrain improvisé, se dessine l'avenir d'un sport qui pourrait bien conquérir toute une génération. Et voilà qui referme ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur My Media Prime Télévision.